So karoshi is literally death by overwork. We use the word work to define every activity, as if we needed work as a way to justify our very existence. Of course, work is life, and life is work. Some people will try to reduce the time they spent working, while others will look for a work-life harmony by choosing their own rhythm. The real issue behind the working time is the very definition of what work is. Does technology come to serve us, or do we serve the technology? This thing can crunch more data than I can, and it can do it better than I can. So, big problem. Du coup, Samuel, là, c'est ton 4e documentaire qui sort. Tu en as déjà réalisé 3 sur le futur du travail. Il y a eu différents thèmes qui ont été abordés. Je peux te laisser les résumer très rapidement. Ouais, carrément. Le premier documentaire, il est sorti en 2021. Il s'appelait Work in Progress. À ce moment-là, j'étais tout juste sorti d'études, d'école. Et c'était le début de la crise Covid. En fait, c'est un documentaire qui a été écrit juste avant la crise Covid et tourné pendant. Et donc, les problématiques qui étaient abordées, c'était plutôt par rapport au remote work, tu vois, à la quête de sens. Et en le regardant aujourd'hui, 3 ans, 4 ans plus tard, je trouve qu'il est un peu naïf, tu vois. S'il était à refaire, il y a plein de trucs que je changerais parce que ma vision du travail, elle était un peu anti-salariat, tu vois, en mode la solution, elle est en dehors du salariat, il faut aller trouver autre chose ailleurs. Elle a beaucoup évolué depuis et du coup, deuxième documentaire, je reviens un peu là-dessus, il s'appelle Why Do We Even Work et il pose cette question: pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler? Qu'est-ce qui fait que je vais bosser pour une boîte plutôt qu'une autre? Et donc on va balayer plusieurs motivations sur l'environnement de travail, sur la tâche en elle-même, sur la mission. Et puis le précédent qui est sorti printemps dernier, 2023, Time to Work, il explore notre rapport au temps de travail. Il pose cette question: est-ce qu'on travaille trop? Et puis là, on a, tu l'as dit, un nouveau qui arrive. Et puis celui-ci, alors, il se présente un peu différemment. C'est pas un documentaire, c'est une docu-série. Ça va être 4 petits épisodes de 15 minutes dans lesquels on explore l'impact de l'intelligence artificielle sur les compétences. Ok. Sur les compétences. Sur les compétences. Donc, on parlera de travail, mais tu vois, ça va pas être un truc sur est-ce que c'est la fin du travail. C'est très concrètement comment est-ce que les entreprises font pour s'adapter, pour se transformer, c'est-à-dire recruter les bons profils, pour adapter leur façon de recruter, adapter leur gestion des compétences, c'est-à-dire adapter les formations qu'elles vont aussi proposer à leurs salariés actuellement, comment est-ce qu'elles repensent certains process, comment est-ce qu'elles transforment le quotidien de certains métiers, tu vois. Qu'est-ce que faisait un comptable il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire dans 5 ans, tu vois? Quel est le quotidien? Quelles sont les tâches qu'il exécute? Avec quels outils il exécute? Voilà, ce genre de choses. Pourquoi tu t'es intéressé au travail de cette façon? C'est un peu un hasard. Je suis pas un passionné de travail au départ. Tu vois, ouais, bah oui, c'est clair. On peut pas te dire pourquoi tu t'es passionné par le sujet du travail. Donc, ouais. En fait, j'étais étudiant et en école de commerce, tu dois faire 2 stages de 6 mois normalement. Et puis moi, en fait, à ce moment-là, quand arrive l'année de césure, j'avais déjà bossé en tant qu'indépendant. J'avais déjà fait une 20aine de missions en freelance. Et donc, le job salarié, mais pour le coup, stagiaire, me tentait pas trop. Et il fallait que je montre un projet un peu sérieux aux yeux de l'école pour pouvoir ne pas faire de stage et pouvoir faire autre chose. Donc, je me suis mis en tête d'aller faire une learning expedition à ce moment-là. Et je savais pas trop sur quoi, mais ce qui m'a assez vite apparu quand même, c'est de se dire le travail qu'on me propose aujourd'hui me tente pas. Allons voir qu'est-ce que ça pourrait être travail trop cool en fait. Okay. Du coup, le travail de demain en fait. Allez voir, et à ce moment-là, tu vois, je commençais à écouter des podcasts, regarder des petits blogs, des trucs sur des métiers, des jobs, des boîtes, des cultures d'entreprise que je trouvais assez fascinantes. Et je me dis, okay, qu'en est-il, tu vois, est-ce que c'est la vérité, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Et donc je suis parti pendant 6 mois faire cette learning expedition qui était vraiment un projet de césure, tu vois, d'étudiant avec un rapport d'études à la fin, un truc qui n'avait pas nécessairement vocation à évoluer. Ensuite, on a un projet que je développe depuis 4-5 ans maintenant, et donc un truc au quotidien. Et en fait, en mettant le pied dedans, je me suis dit, c'est génial, c'est passionnant, et donc j'ai jamais lâché. Ok. Et avec toutes tes recherches là, comment est-ce que, c'est une question très vague, mais comment est-ce que tu définirais ce que c'est que le travail? Le travail, alors c'est pas de moi, mais je vais te sortir une définition que j'aime beaucoup, qui est celle de James Sussman, qui est un anthropologue qu'on interviewe dans le documentaire précédent. Il définit le travail comme une dépense d'énergie dans un but précis. En fait, j'aime beaucoup cette définition parce que ça englobe tout ce à quoi on pense directement comme emploi, travail rémunéré évidemment, mais ça englobe aussi tout le travail gratuit qu'on fait, tu vois, ce qui est de l'ordre du bon sens, ou du bénévolat parfois, tu vois, mais ça englobe tout. Et donc, en fait, lui, ce qu'il te dit, c'est que le travail, quand tu vas jouer au tennis, c'est du travail. Quand tu joues du piano, c'est du travail. Quand tu entretiens tes relations amicales, c'est du travail. Et d'ailleurs, même le champ lexical qu'on a pour le loisir, tu vois, s'entraîner, maintenir, c'est du champ lexical du travail en réalité. Donc pour lui, tout est du travail. Et j'aime beaucoup en fait cette définition parce qu'on a été un peu élevé à l'école et dans la vie en se disant le travail, c'est un fardeau, il faut se débarrasser, tu sais. Le Thanks God It's Friday, TGIF. Enfin le week-end, enfin on peut
profiter. Et travail, fardeau dont il faut se débarrasser pour accéder ensuite à la vraie vie, qui est le soir, qui est le week-end, qui est pendant les vacances, qui est à la retraite. En fait, je me reconnais pas du tout dans cette vision-là du travail. Et j'aime bien voir le travail comme une activité comme une autre, en fait. Et te dire qu'il y a des trucs qui sont cool, d'autres trucs qui sont pas cool. Mais je pense que peu importe le job, tu vois, on s'est tous dit à un moment donné, ouah, mais c'est trop stylé ça en fait. Et je suis payé pour faire ça en plus. Mais c'est dingue, c'est ouf. Et à contrario, tu fais des trucs qui, dans ta vie perso, parfois sont des corvées. Tu vois, c'est relou, tu vois, j'ai flemme de faire la vaisselle, flemme de faire le ménage, ce genre de trucs. Et en fait, ouais, tu te dis, j'aimerais bien te payer pour faire ça, quoi. Donc j'aime bien cette définition. Tout est du travail. Dépense d'énergie dans un but précis, plus que c'est un fardeau. Il y a un truc par rapport à ça. Nous, en France, on est un peu... Enfin, en France, même en Occident, j'ai envie de dire, on est un peu dans notre bulle par rapport à ce que c'est que le travail, justement. Toi, tu as pu pas mal voyager, du coup, avec tes documentaires et voir une autre vision de ce que c'est que le travail, par exemple en Asie. Ouais. Comment t'expliquerais les différences culturelles qu'il peut y avoir par rapport au travail ? Bah, c'est une bonne question parce que tu vois, c'est une question qu'on me posait beaucoup quand je revenais de cette Learning Expedition, justement, en me disant, hey, du coup, le travail, est-ce qu'il est différent d'autres pays ? Et puis, je voyais pas tellement de différence parce qu'en fait, je me disais, c'est pas tellement culturel, c'est plus lié à une boîte, à un entrepreneur, à une société, à une culture d'entreprise, et c'est là que le travail va s'incarner de façon différente. Et c'est l'an dernier, quand je suis parti au Japon, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait enfin, j'ai réalisé, en tout cas, mon point de vue a évolué là-dessus, et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie rupture entre les sociétés individualistes et collectivistes. Et en Asie, ils sont beaucoup plus collectivistes. Et typiquement, tu vois, et c'est un sociologue du coup japonais qui m'a fait réaliser ça, qui me disait, en Europe, vous travaillez juste suffisamment pour pouvoir réaliser vos loisirs. À la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue temps, tu vois. D'un point de vue énergie, d'un point de vue, j'ai tel loisir, je veux travailler suffisamment pour pouvoir l'accomplir. Alors qu'en Asie, tu travailles. En fait, le but de ta vie, c'est de travailler parce qu'en fait, c'est collectiviste. Et du coup, tout le monde est déjà dans ce délire-là. En fait, tu peux pas sortir du truc. C'est impossible, en fait, parce que tu es un grain dans un rouage, en fait, dans une boîte. Tu suis un petit peu le move sans te poser tellement de questions. Et donc, du coup, tu n'en sors pas de cette vision-là du travail. Ce qui fait que tes loisirs, c'est juste s'il reste du temps, en fait. C'est en plus, c'est du bonus. Mais le truc principal de ta vie, c'est du travail. Et c'est pas pour rien qu'au Japon, ils ont déjà très peu de jours de vacances. Je crois qu'ils en ont 10 ou 12. Et il n'y en a que 50% qui sont pourvus. Donc ils prennent même pas une semaine de congé par an. Et Corée du Sud, c'est la même chose. Dans plein de pays asiatiques, c'est un peu ça. Donc, vraie vision différente, individualiste, collectiviste. Et après, il y a des visions un peu différentes par pays, mais je crois que c'est plus lié à une culture d'entreprise, la façon dont, tu vois, dont le boulot va s'incarner différemment. Ok. Là, tu parlais du coup du Japon et de cette grosse masse de travail. Il y a un phénomène qui en découle, c'est le karoshi. Ouais, carrément. Tu peux l'expliquer ? Karoshi or Death by Overwork, c'est le début du documentaire, ça. Je connais par cœur, on a fait beaucoup de montage sur ce truc-là, mais Karoshi, en fait, c'est la mort par excès de travail. Et le Japon, c'est un des seuls pays au monde, je crois même potentiellement le seul, qui a un terme pour décrire la mort par excès de travail. Et donc, Japon, en fait, c'est des gens qui malheureusement meurent parce qu'ils ont trop travaillé. Tu vois, on a le symptôme peut-être un peu avant nous, du burn-out. On connaît bien le problème de santé lié au travail, mais la mort par excès de travail, alors qui se manifeste par des arrêts cardiaques en fait, tu vois, et c'est assez dingue en fait, c'est symptomatique d'une société qui est malade pour le coup, tu vois, sur lequel le travail a été érigé comme le truc principal, le seul but d'une vie, et c'est trop en fait. Et donc t'as cette culture de travail, t'as les salarymen qui sont des gens qui bossent. T'as un autre principe, tu vois, qui est le nomikai. En gros, c'est l'idée d'aller boire des coups. En gros, t'as 2 journées de taf. T'as la journée de taf normale, tu bosses et tu parles pas forcément avec tes collègues. Et puis le soir, t'as la journée sociale. Tu vas au bar et tu bois des coups avec ton équipe. Alors tu peux dire c'est génial, tu vois, bonne ambiance et tout. Sauf qu'en fait, c'est très processé. Tu peux pas partir tant que le patron est pas parti. Tu te positionnes à un tel endroit. S'il se lève pour boire son verre, tu te lèves pour boire ton verre. Et donc si le patron, il a pas envie de rentrer chez lui ce soir-là et qu'il veut juste se mettre une race et que c'est la même chose tous les soirs de la semaine, et tu prends le dernier métro, tu rentres super tard, t'es bourré, c'est quoi cette vie quoi. Et donc pour le coup tu rentres vite dans un schéma où tu peux avoir des problèmes de santé et en arrivant au karoshi, cette mort par excès de travail qui est gravissime. Et donc c'est grave à tel point que le gouvernement a pris des mesures et a créé même une ligne karoshi. Il y a des sortes d'inspecteurs du travail, de la santé au travail, qui vont dans les entreprises pour vérifier quel est le degré du travail. Il y a des boîtes même au Japon qui coupent l'électricité le vendredi
après une certaine heure, genre à 18h ou à 19h, parce que sinon les gens ne s'en vont pas. Ok. Parce qu'en fait, il y a une telle pression sociale. Pas parce qu'ils se disent j'ai envie de faire des trucs pour moi, mais juste pression sociale. Ah, mon voisin il bosse, puis mon boss il bosse, puis tout le monde bosse en fait. Donc pression sociale, donc moi je bosse aussi. C'est présentéisme poussé à l'extrême, tu vois. Donc c'est un vrai sujet et tu tapes Karoshi, tu as des tonnes de prises de parole du gouvernement japonais sur le sujet en disant ça c'est un vrai problème, faut qu'on arrête ça, quoi. Ok, ah ouais, à ce point-là. Ah, c'est costaud. C'est pas le gouvernement en parle. Ouais, le gouvernement en parle. C'est pas juste un terme un peu, tu vois, comme des trucs un peu catchy dont on parle pour faire des unes de médias. C'est un vrai sujet de société chez eux. Ils ont essayé de le réduire. Et il y a des vraies campagnes avec des inspecteurs du travail qui passent dans les boîtes. Et tu as des boîtes qui sont épinglées, qui sont mises sur liste noire parce qu'elles ont eu trop de morts au sein de leur entreprise et parce qu'elles ont des horaires de travail qui sont complètement indécents, des rythmes de travail qui vont pas du tout, quoi. Si je me trompe pas, c'est pour ça que toi, t'aimes pas parler de séparation entre la vie pro et la vie perso. Ouais. Ouais, en fait, moi personnellement, j'aime pas ça à titre personnel. Et puis même de façon plus générale, je me suis rendu compte en faisant les projections des documentaires, je pose toujours cette question, est-ce que vous reconnaissez plus dans ce qu'on a toujours entendu parler, l'équilibre pro-perso, work-life balance, ou alors life-work integration, le fait de chercher plutôt une harmonie entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment 50-50 quand on fait le sondage dans les salles, tu vois, et peu importe le public, hein, d'ailleurs. Ça, je l'ai fait beaucoup sur plein de projections. Tu vois, peut-être c'est des milliers de résultats à la fin. Et on arrive là-dessus. On arrive là-dessus, 50-50. Et je trouve que c'est cool de le rappeler parce que on a toujours été éduqués en disant il faut que tu aies un équilibre. Mais moi, tu vois, moi, j'ai pas besoin d'équilibre. Moi, j'ai pas besoin de m'envoyer 2 semaines de vacances, de coupure totale pour être bien. Moi, j'ai besoin de pouvoir juste gérer ma vie, tout mélanger. Ouais. Tout d'un coup, dans une même journée, je vais pouvoir voir des potes, je vais pouvoir faire un tennis en pleine matinée. Par contre, le soir, je vais pouvoir bosser. Tu vois. C'est à la fois d'un point de vue logistique que ça va se mélanger, et c'est aussi d'un point de vue valeur, tu vois, dans ta tête. De se dire que le travail, c'est pas un fardeau, c'est une activité comme une autre. Donc, c'est une activité comme une autre, tu la gères sur ta journée comme une activité comme une autre, sur la semaine. Je pense que ça ne convient pas à tout le monde parce que ça veut dire qu'il faut être capable aussi de faire la part des choses. Et il y a des moments où tu es très focus, où tu n'es pas dans un environnement de travail, tu vois. Et d'autres moments où, en fait, il faut arriver aussi à se dire non, c'est bon, c'est mardi après, moi, mais je suis au ski, quoi. Je suis en détente et je ne culpabilise pas de ne pas travailler parce que je sais que je bosse à d'autres moments aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Et je crois que ça ne s'applique pas que aux indépendants, aux entrepreneurs non plus. J'ai rencontré des salariés qui le mettent en place. Et pour le coup, dans le documentaire, c'est Patagonia, tu vois, qui a cette vision-là. Et je trouve que c'est très cool. Ça correspond aussi à quand même pas mal de monde. Et il y a des gens, tu vois, qui m'ont dit, c'est marrant parce que c'est un sentiment que j'avais, mais j'avais pas posé de mots là-dessus jusqu'à ce que Patagonia en parle dans le documentaire et parle de ce concept de life integration. Et donc, c'est des gens, tu vois, qui étaient un peu en mode, est-ce que c'est moi qui suis bizarre, que c'est pas normal, parce que moi, j'ai pas vraiment envie de faire une séparation. En fait, tout ça, c'est la vie. En fait, c'est plus une harmonie, quoi. C'est une harmonie. C'est la recherche d'une harmonie plutôt que d'un équilibre. Tu vois, j'ai pas envie de faire une séparation. Je veux juste une vie qui coule tous les jours. Et donc, il y a plein de trucs que j'aime de plein de façons différentes, pro et perso, tous les jours. Ok. Toi, par exemple, en ce moment, comment tu le matérialises, cette harmonie ? Comment est-ce que tu organises ta vie, tu vois, par rapport à tout ça ? Ça s'incarne de plein de façons différentes, hein, mais là, on parlait du Japon, tu vois, je reviens du Japon. Okay. Là, j'étais au Japon pendant 3 semaines. Je suis parti pour des... C'est pas des vacances, mais c'est pas pour bosser non plus, c'était un peu les deux. En fait, je suis parti pour faire du ski au Japon parce que j'adore un truc assez particulier, la neige là-bas à Hokkaido. Et bref, en fait, tu vois, j'avais un rythme là-bas qui était assez ouf où je skiais 5 heures tous les jours, je bossais 5 heures tous les jours et je me baladais, tu vois, j'allais bouffer, j'allais me balader, j'allais faire la fête à droite à gauche le reste du temps et je dormais. Et tu vois, ça, j'ai fait ça pendant 2-3 semaines. J'en reviens en me disant un sentiment de vacances, tu vois, sentiment de vacances. C'était hyper dépaysant, j'ai fait plein de trucs. Je reviens en me disant aussi, mais les projets, ils ont tellement avancé. D'un point de vue opérationnel, j'ai charbonné, tu vois, j'ai bossé sur plein de trucs. Et en même temps, je reviens en me disant, j'ai l'impression de m'être reposé parce que j'ai l'esprit, tu vois, un peu neuf, tu vois, tu t'es aéré, tu as plein de nouvelles idées dans tous les sens. Vraiment, les bienfaits du repos que tu as en vacances, généralement. Donc ça, pour le coup, c'est exactement ça. Et alors, de retour en France, c'est un peu la même chose, tu vois. Là, on fait un podcast, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est personnel ? C'est un peu les deux. Tout à l'heure, je lance une expo photo, c'est la même chose, tu vois. C'est professionnel, mais en même temps, ce projet, je l'ai lancé parce que c'est un prétexte pour bosser avec un pote, tu vois. Et donc, moi, j'aime bien choisir mes projets un peu comme ça, tu vas me dire qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre et avec qui est-ce que j'ai envie de bosser. Ça, c'est mes 2 moteurs. Et donc, tu vois, ne serait-ce qu'avec cette vision-là, déjà, comme point de départ de chaque projet, je crois que on est en plein dedans, quoi. On est en plein dans l'harmonie. Ok. Et tu t'organises à l'avance ou pas, genre par rapport à ça ? Là, par exemple, tu avais prévu, il y a, je sais pas moi, 6 mois d'aller au Japon ?
Non, pas du tout. Alors, j'ai pas prévu en last minute, tu vois, je me suis pas envolé sur un coup de tête, mais je suis très peu organisé, tu vois. Mes potes me disent souvent que je suis plutôt, c'est un joyeux bordel organisé. C'est-à-dire que je me fixe pas d'objectif, tu vois. Typiquement, j'ai aucune idée de ce que je ferai dans 6 mois. Même d'un point de vue financier, je n'ai aucune idée de combien je gagne, de combien je dépense. Je sais que suffisamment pour que ça aille bien, du coup, parce que c'est pour que j'ai pas besoin de regarder. Mais tu vois, j'ai pas d'objectif ni chiffré, ni qualitatif sur les projets que j'ai envie de mener. Et en fait, j'aime bien ça parce que l'inverse m'angoisserait. Et j'avais ce débat justement avec le pote avec qui je suis parti au Japon, qui lui est l'inverse, tu vois. Très processé, très organisé. Et s'il n'a pas d'objectif, il avance pas. Et je crois que la plupart des gens fonctionnent plutôt comme ça. Mais moi, j'ai besoin de ne pas d'objectif pour ne pas me sentir bridé et pour pouvoir avancer quand même. Et je sais pas trop l'expliquer, mais il y a une sorte de force un peu naturelle qui me pousse quand même à me lever le matin et faire des trucs et pas rester dans mon lit toute la journée à rien foutre. Donc je suis organisé et pas organisé à la fois. Très organisé une fois que j'ai le projet qui est en tête et que je sais ce que je veux faire, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer. Mais pas organisé dans le sens où j'ai envie de laisser de la place pour un petit peu tout. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis jamais dans le rush, tu vois. Je bosse jamais maintenant pour dans 1 heure, pour demain, pour la semaine prochaine, pour la semaine après. Je bosse toujours avec 2-3 mois d'avance, ce qui me permet aussi de prendre les trucs un peu sur le fait, quoi. Et ça, je trouve cool. Mais même si t'as pas d'objectif, t'as une vision sur l'endroit où tu veux aller dans ta vie ou pas? Absolument aucune idée. Tu vois, aujourd'hui, du coup, j'ai fait 3 documentaires, bientôt 4. Quand on finit un documentaire, j'ai pas la moindre idée si je vais en faire un encore après. Et c'est que quand il est sorti, je commençais à réfléchir, je me dis ouais, en fait, ce serait cool d'en faire un autre. Et puis du coup, en ayant les conversations avec les gens, les retours sur les documentaires, je me dis ok, c'est tel sujet qui intéresse pas mal. C'est vrai que moi, ça m'intéresse aussi. Allons le creuser, pourquoi pas. Mais c'est que a posteriori, tu vois, quand je regarde en arrière, je me dis ouais, effectivement, c'est vrai que c'est logique en fait, un documentaire par an, 2 bandes dessinées, tac tac, les événements qui s'enchaînent. Mais quand il y a pas de plan, tu vois, j'ai aucune idée. Là on enregistre ce podcast, on est en janvier, on est mi-janvier. Le docu il sort en avril. Je sais que j'aurai des projections à peu près jusqu'au mois de juin, tu vois, j'ai déjà des demandes pour jusqu'à l'été. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je ferai en septembre et j'ai pas envie de savoir en fait, tu vois. Je verrai, je sais pas, je pense que ça se dessinera gentiment sur le printemps, quoi. Stylé. Tu parlais de Patagonia aussi. Ouais. T'as pu voir pas mal de modèles différents d'entreprises à travers tes documentaires, notamment des techniques, si je peux appeler ça comme ça, de travail qui sont assez différentes. Toi, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre, que tu trouves bien? Je sais pas, ça peut être par rapport au télétravail, par rapport à la semaine de 4 jours. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, mais j'ai envie de t'en citer 2. Une très, très concrète et une plus dans la tête qui peut s'appliquer à tout le monde. Ok. La très concrète, il y a un truc que j'ai trouvé fascinant. C'était dans le 2e documentaire. On est allé à Porto, Portugal, pour voir une boîte qui s'appelle Mindira. Et en gros, c'est une boîte qui fait du développement de logiciels web, applications mobiles. Et cette boîte-là, ils ont un truc assez particulier qui fait que quand tu rejoins la boîte, tu rejoins un département, un service, mais tu n'as pas de fiche de poste. Et ton premier job, c'est de rédiger ta propre fiche de poste dans la boîte. En gros, on te dit, toi Léo, tu rejoins le service RH, et pendant les 4, 5, 6 premières semaines, on va te demander d'aller regarder tout ce qui se passe dans la boîte, d'aller voir tous les projets, d'aller butiner un peu à droite à gauche. Et avec ton regard frais, extérieur, neuf, tu vas donner des inputs, tu vas commencer à donner du feedback, ce qui permet à la boîte d'avoir une sorte d'audit perpétuel de ses activités, et ce qui du coup fait qu'au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, naturellement, tu vas voir là où il y a le besoin de mettre un peu d'énergie, tu vois, là où il y a besoin d'aller bosser un peu plus. Et puis naturellement, tu vas aussi te diriger vers les projets que tu as le plus envie de gérer. Et donc, tu as un peu une adéquation naturelle entre ce que tu as envie de faire et ce dont la boîte a besoin en ayant mené un audit. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, le fait de se dire, non mais s'il a déjà passé le process en fait, on a déjà confiance en lui. C'est une confiance qui est donnée, tu vois, a priori. Pas après, pas non, on va tester 3 mois, on verra si c'était bien. Non. En fait, on t'a embauché, donc là, on s'engage, on a confiance en toi, et donc, let's go, tu vois. Et ça, je trouve ça très cool parce que t'arrives un peu à créer ton propre job au sein d'une boîte. Et c'est une boîte qui cartonne, tu vois. Ils ont plus de 1000 salariés, ils ont 7 ans, enfin, c'est costaud durant 7 ans, c'est bien ce qu'ils ont construit, ça marche bien. Et on dirait un peu un truc d'anarchiste quand tu débarques de loin. Et en réalité, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas étaient hyper engagés. Tu vois. Le résultat que se produit, c'est que les gens se sentent ultra engagés. Et les gars disaient, mais on me proposerait le double du salaire, je partirais pas, tu vois, parce que la culture de la boîte et ce truc-là est tellement puissant que j'ai l'impression que c'est ma propre boîte. Et le mec te dit ça, alors que le type, il est RH, tu vois, il n'est pas associé, il n'est pas intéressé au capital, c'est pas sa boîte, mais en fait, il le ressent comme tel parce qu'on lui a donné la confiance a priori. Et ça, je trouve ça ultra cool. Et est-ce qu'autour de ça, il y a une full confiance sur tout ce qui est télétravail? Absolument. Pour le coup, du coup, tu t'organises comme tu veux, c'est full télétravail. En fait, on te demande juste d'atteindre tes objectifs.
Et autre truc, tu vois, pour le coup, autre façon dont ça s'incarne dans la confiance dans cette boîte-là, c'est une boîte qui fait du développement web. Généralement, tu as des développeurs et des products qui sont quelque part. Et puis, tu vas avoir une sorte de sales ou d'account manager qui va faire l'interface entre l'interne et puis le client. Et puis, tu as des allers-retours. Eux, ils ont dit, mais non, en fait, le développeur, il faut qu'il parle en direct au client. Parce que comme ça, non seulement ça va plus vite, on gagne du temps, il n'y a pas de question de politique, et puis surtout, le développeur, c'est beaucoup plus satisfaisant parce qu'il voit l'implémentation directe de son travail chez le client. Donc il a un retour direct. En fait, j'ai bossé sur une app, je vois qu'elle sort le lendemain, tac, je suis en direct, le client il me dit qu'il est content, il y a eu tel retour, c'est trop cool. C'est ultra motivant. Donc ça, c'est le genre de choses, tu vois, où on a confiance. On n'essaie pas de mettre des process, de te brider, on te fait confiance. Ok, tu es développeur, mais tu dois aussi avoir un peu de compétences quand même dans le relationnel, dans la gestion, tu vois, dans l'humain, Et ça cartonne en fait. Et ça, je trouve ça très cool. En fait, ça s'incarne de plein de façons différentes, cette transparence-là. Ouais, c'est génial. Parce qu'en plus de ça, du coup, comme tu le disais, ils recrutent pas pour un poste, mais ils recrutent une personne en fait. Exactement. Pas un métier. Et ouais, parce qu'en fait, quand on te recrute, les compétences, tu vas les acquérir. Tu peux acquérir à peu près n'importe quelle compétence si tu es formé. Par contre, ce qui ne veut pas bouger, tu vois, c'est quitter en tant que personne. Comment tu vas réagir dans une nouvelle situation, quelles sont tes valeurs, ce genre de choses. Ça, c'est cool. Ils sont combien, tu m'as dit ? Ils sont 1000. Ils sont, quand on les a, même plus maintenant, je pense. Hein. Mais quand on les avait vus, ils étaient 1000 déjà. Tu penses que c'est possible de scaler ce modèle à grande échelle, genre d'être, je sais pas, 10 000 et de continuer à garder cette structure ? Je pense pas. Alors oui et non. Pas si tu es une unique organisation, mais oui si tu te redécoupes en petites organisations. Et en fait, eux, leur modèle, c'est que tu vois, développement web, développement mobile, ils fonctionnent par projet. Et donc, tu as des équipes qui vont tourner par projet. Et donc, en réalité, les projets, je sais pas, t'es max 50 sur ces gros projets. Et la plupart du temps, t'es pas comme ça. Tu vois, t'es plutôt 5, 6, 7, 8, 10 max. Donc, ouais, ça se fait carrément. Il y a une autre boîte qui l'a fait. C'est Buurtzorg, tu sais, c'est Lalou qui en parle dans son livre. En gros, c'est une boîte d'infirmières aux Pays-Bas. Et en gros, ça a commencé, c'était juste des petits groupes d'une quinzaine. Donc c'est toujours des groupes d'une quinzaine aujourd'hui, sauf qu'elles sont 15 000 au total, répartis par groupe d'une quinzaine, avec totale autonomie aussi, tu vois. Et donc ça fonctionne, mais en ayant des petits groupes. Et t'as pu voir comment est-ce qu'ils organisaient une cohésion de groupe autour de ces 15 000 personnes, comment est-ce qu'ils font pour communiquer du coup au travers de la culture d'entreprise ? En fait, ils ont une sorte de socle commun. Ça, c'est les valeurs, ça, c'est les incontournables, ça, c'est les trucs sur lesquels on ne transige pas. Mais au-delà de ça, ils te laissent une liberté totale pour t'organiser. Et donc, ça va pas être exactement la même chose, en fait, dans les différents groupes parmi les 15 000. Parce que les petits groupes de 15, à chaque fois, vont s'organiser différemment. Et donc, ce que tu vas voir dans un coin du pays va pas être la même qu'ailleurs. Mais ils sont carrément OK avec ça. Il y a quelques grands principes. Et donc, c'est sur la santé. Et en fait, c'est beaucoup de bon sens. C'est des grands principes, d'ailleurs, qui fonctionnent bien. Et au-delà de ça, c'est une gestion qui est libre. Et ça, je trouve ça ultra puissant. Ouais, c'est bien stylé. Et du coup, le deuxième exemple que tu voulais donner ? Ouais, c'est moins un exemple, mais c'est pareil, c'est dans ce deuxième documentaire qui m'a bien marqué aussi. Et j'essaie de le ressortir un petit peu dans tous les documentaires d'ailleurs, tu vois, même sur l'IA, on va en reparler. C'est l'état d'esprit des artisans. C'est une thèse de Laetitia Vito que j'aime beaucoup, qui explique qu'il faut pour retrouver du sens dans son travail, il faut renouer avec les valeurs de l'artisan. Et Laetitia, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a 3 valeurs globalement, c'est l'autonomie, la créativité et la responsabilité. Et puis je rajouterais aussi le fait d'accorder autant d'importance au processus en tant que tel plutôt qu'au résultat final. Et ça, je crois qu'on peut l'avoir dans tous les jobs. C'est ultra puissant et c'est ce qu'on a tendance parfois à oublier quand tu es dans une boîte et que, notamment tertiaire, tu vois, tu es peut-être loin du produit, loin du client final. Et puis, tu reçois un Excel, tu bosses sur l'Excel, tu rebalances Excel, ça repart en présentation et tout. Et tu sais pas d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qui est tangible dans tout ça, tu vois. Et retrouver de l'attention pour l'instant présent, je crois que ça a beaucoup de valeur et ça les artisans le font très très bien. Et donc on a été filmé avec un artisan à Chamonix qui fait des skis en bois et c'était canon. Et ça je l'ai revu de plein de façons différentes, dans plein de boîtes, dans l'industrie, dans du tertiaire. Le fait d'avoir cette vision artisanat, et je crois qu'elle sera plus importante que jamais dans un monde où tu as de plus en plus d'intelligence artificielle aussi. Tu vois, de se dire ok, la machine fait des trucs et parfois la machine elle fait bien le truc, mais parfois je vais quand même pas l'allumer parce qu'en fait moi je valorise le processus et pas juste le résultat final. Typiquement, j'écris des newsletters, j'écris des posts LinkedIn, tu vois. Je pourrais utiliser l'IA pour faire plein de trucs. Elle n'est pas aussi au point que ce que je sais faire, parce que moi, c'est incarner mon discours, tu vois, c'est pas des trucs factuels. Mais ça passe, tu vois. Je pourrais grave gagner du temps. Mais en fait, je prends du plaisir à rédiger mes newsletters. C'est quelque chose que j'aime faire, tu vois. Donc même si l'IA pouvait le faire au même niveau que ce que je faisais, j'aurais pas envie de l'utiliser parce que moi, ça me plaît, en fait. Le travail de veille, le travail d'écriture, en fait, même, ne serait-ce que la formulation, ça m'aide à poser mes idées. J'aime le faire. Donc tu vois, ça c'est le genre de situation, je pense qu'il faut qu'on adopte un usage réflexif et ça les artisans le font super bien. Ok.
On va reparler d'intelligence artificielle par la suite, mais là, en fait, ce que tu dis, c'est génial parce que, bon, on parlait tout à l'heure de Karoshi. Il y a aussi le concept d'ikigai au Japon. Ouais, à fond. Et en fait, là, on se rend compte que l'entreprise pousse chaque individu à trouver son ikigai avec un modèle comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pour le coup, l'artisanat, c'est un peu l'ikigai. Alors parfois, tu vois, dans l'ikigai, tu as aussi la notion de ce dont le monde a besoin. Dans l'artisanat, parfois, tu as juste la notion du beau et pas ce dont le monde a besoin. Ouais. Tu as un peu d'artisanat compris aussi. Mais sinon, c'est exactement ça. Toi, t'es OK avec le... Enfin, qu'est-ce que tu penses du concept d'ikigai, du coup ? Bah, je trouve qu'il est cool. Ikigai, ça vient d'Okinawa. C'est l'endroit au Japon dans lequel il y a plein de centenaires et donc ils attribuent le fait que les gens vivent longtemps parce qu'ils bossaient en étant heureux. Je trouve cool, mais comme tous les concepts qui sont trop racontés, forcément ça devient galvaudé, tu vois, un peu comme la pyramide de Maslow. Tu vois, Ikigai, on m'en a beaucoup parlé dans tous les documentaires. À chaque fois, j'avais presque le sourire qui venait quand le speaker commençait à en parler. J'étais on le mettra pas, ça c'est trop bateau, tu vois. On va aller chercher un peu plus loin. Mais en fait, c'est une très bonne base et il y a quand même plein de gens qui connaissent pas encore ce concept d'ikigai. Et je trouve ça cool quand même qu'on l'ait tous en tête. C'est un truc, ouais, tu vois, qu'on te dise, tu trouves le truc qui te fait kiffer, dont les gens ont besoin, sur lequel on est prêt à te payer. Tu vois, cette intersection entre ces trucs-là, c'est ultra précieux, c'est clair. Ouais. Il y a d'autres exemples d'entreprises que tu trouves archi innovantes. Là, tu as donné quelques exemples, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont vraiment bien marqué ou bien plu dans leur fonctionnement ? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. J'essaie de réfléchir à qui je pourrais citer encore, mais... En France, il y a Alan, tu vois, qui est un incontournable, hein, dont on a beaucoup parlé, mais sur la transparence, sur le management, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Alan. Il y a une boîte aussi en France qui est beaucoup moins connue qu'Alan, qui est très, très, très cool, sur un métier beaucoup plus traditionnel. C'est Atelier Tufferie. Je ne sais pas si tu connais, c'est une fabrique de jeans, en fait. Okay. Le plus vieux métier du monde, il fabrique des jeans. Et en fait... c'est Julien qui a repris cette fabrique qui appartenait à sa famille. Je ne sais plus si c'est le grand-père ou arrière-grand-père. En tout cas, ça a été transmis. Et puis, il est vraiment à la frontière entre tradition et modernité. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans l'entreprise familiale, dans les codes familiaux. Et en même temps, il se projette sur un management qui pourrait paraître hyper révolutionnaire. Tu vois. Beaucoup d'autonomie qui est laissée à l'ensemble des membres. Formation, confiance, transmission. En même temps, ils se tournent vers l'avenir. Tu vois, ces jeans, ils sont exportés un peu partout. C'est assez dingue, je trouve, comme boîte. C'est quelqu'un dont on n'entend pas énormément parler parce qu'il est au fond de la Lozère. Tu vois, il n'a pas vocation à être sur LinkedIn tous les jours. Mais que je trouve, en tout cas, c'est un entrepreneur qui m'a le plus marqué en France. Okay. C'est une boîte qui est géniale et j'espère faire de plus en plus de contenu avec lui pour mettre un peu en avant ce qu'il raconte parce que c'est assez dingue. Mais tu vois, ça, c'est marrant parce que les exemples qui me viennent, tu vois, on a parlé de Patagonia, on a parlé de boîtes connues, Buurtzorg aussi, c'est des boîtes médiatisées. Mais les exemples qui me viennent, alors Alan, c'est le cas aussi. Tu vois, je pense à Tufferie, je pense à Mindira, cette boîte à Portugal. Pas grand monde qui les connaît. Et je trouve ça cool de se dire qu'il y a des bons exemples un peu partout. Et que même si tu es un grand groupe, tu vois, dans la banque, en France, tu peux à un moment donné t'inspirer d'une pratique que va faire une PME au fond de la Lozère ou que va faire une boîte qui est dans un secteur entièrement différent, dans un autre pays, peut-être beaucoup plus petite. Parce qu'en fait, il y a plein de bonnes pratiques que tu peux récupérer à droite et à gauche et c'est pas toujours une question de « ouais, mais chez nous, c'est différent, ça marchera pas ». Mais si, en fait, ça peut marcher, il faut juste que tu le testes, quoi. Et tu l'adaptes à ta sauce. C'est clair. Super cool que tu partages toutes ces refs. Il y a un autre sujet que tu aimes beaucoup, c'est celui de savoir identifier les leviers de motivation. Ouais, carrément. Ouais, tu peux m'en dire plus ? Bah ouais, pour le coup, tu vois, je trouve ça assez désolant de voir autour de moi et des gens que je connais et puis même énormément de gens, je trouve que c'est pareil pour toi, tu vois, des potes qui sont pas heureux dans ce qu'ils font. Et ils sont pas malheureux parce qu'ils n'ont pas eu de bol dans la vie, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se poser des questions, mais en fait, parce que vraiment ils se sont pas posé des questions qu'ils auraient dû se poser. Et donc quand ils rejoignent un job, ils vont se dire ok, qui c'est qui me paye pas très loin et qui me demande des compétences que j'ai à peu près. C'est à peu près les deux seules questions que tu te poses, tu vois. En fait, les vraies questions, c'est pas ça. Les vraies questions, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée ? Est-ce que j'ai envie d'être tout seul ? Est-ce que je vais être en interaction ? Est-ce que je veux me sentir utile ? Est-ce que j'ai envie que mon ego soit un peu gonflé, tu vois, que je sois mis en avant ? Est-ce que j'ai envie d'apprendre, de progresser au quotidien ? Tu vois, qu'est-ce qui m'intéresse comme les motivations ? Au-delà de l'argent, parce qu'évidemment, on bosse tous pour l'argent, ça c'est clair, c'est le numéro 1. Mais au-delà de ça, tu vois, est-ce que il y a plein de gens, juste, ils sont contents d'aller au boulot le matin et juste de se dire, je retrouve des collègues qui sont sympas et j'ai un rythme de vie qui me va bien, tu vois. Et ça suffit. Ils pourraient faire n'importe quoi, ça leur va bien. Puis il y en a d'autres, ils s'en foutent complètement de ça. Ce qui les intéresse, c'est d'apprendre. C'est de dire, en fait, mais moi, il faut que la tâche, elle me stimule. Il faut que j'apprenne au quotidien, il faut que je fasse plein de trucs.
Bon, bah voilà, ça c'est encore autre chose. Et puis d'autres, ils s'en foutent aussi. Ce qui les intéresse, c'est juste de se sentir utile, de dire, moi je contribue à un projet qui est plus grand que moi. Je veux avoir un impact positif. Je veux avoir le sentiment que ça me dépasse, ce que je fais, tu vois. Je veux laisser une trace, je veux laisser une empreinte. Ouais, c'est une question peut-être d'ego, tu vois, de sentiment d'utilité aussi. C'est très différent. Et en fait, je crois que ça, c'est essentiel de l'avoir en tête dès le plus jeune âge. Mais il n'y a pas d'âge pour trouver du sens à son job. Mais c'est des questions qu'il faut se poser et identifier ses propres motivations. Moi, j'ai fait ce travail aussi pour identifier les miens, tu vois, et j'essaie d'aider mes potes qui se posent des questions à identifier les leurs aussi. Mais je trouve qu'on gagnerait énormément à avoir ces questions-là en tête dès le plus jeune âge. Et moi, personnellement, je les ai jamais entendues, ces questions-là, avant de m'intéresser vraiment à ce sujet-là, tu vois. Et comment tu as fait justement là? Tu disais que tu les avais identifiés, que tu aidais tes potes à les identifier. Comment est-ce que tu as des conseils vraiment pratiques? Parce que c'est pas toujours simple. C'est pas simple du tout. Hein. Et tu vois, c'est pas le genre de truc où tu te poses à ton bureau avec une feuille blanche et un stylo et ça vient tout seul. Hein. Je crois que. Je pense qu'il y aurait peut-être des coachs qui vont hurler, qui vont dire il y a des méthodologies pour faire ça, j'en sais rien. Moi. Mais la façon dont, en tout cas, moi je l'ai fait et la façon dont j'ai aidé des potes à réaliser un peu ces trucs-là, c'est plutôt de se poser des questions sur ça a été quoi les meilleurs moments pour toi dans ton taf en fait. Quand est-ce que tu t'es senti valorisé? Quand est-ce que tu es rentré le soir chez toi en te disant cette journée elle était ouf? Ou alors au contraire, cette journée elle était horrible, j'ai pas aimé. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Ou alors qu'est-ce que t'as kiffé? C'est quoi l'élément, tu vois? Puis moi, c'est comme ça, tu vois, que j'ai compris. Ouais, puis ça fait sens avec le fait que, tu vois, tu dis que t'as pas forcément d'objectifs dans le futur. Mais ouais. Et donc tu regardes dans le passé, les objectifs que t'as atteints et qui t'ont fait kiffer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as kiffé et essayer de lire, de tirer un peu le fil de tout ça. Et tu vois, moi, je me rappelle très bien d'une projection conférence où je parle de levier de motivation et à la fin, on me demande, ok, du coup, et toi, c'est quoi tes leviers de motivation? Et puis moi, vraiment, sans réfléchir, j'y viens en disant, en fait, je trouve ça génial de pouvoir partager sur le travail parce que je me dis que j'aide des boîtes à se transformer, puis j'aide des gens à trouver leur propre motivation, tu vois. Et je réponds sur le côté, moi, c'est une mission, en gros. Et puis en rentrant chez moi, je me dis non, mais j'ai dit une connerie. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est du bonus, tu vois. Évidemment, c'est ultra gratifiant quand je reçois des messages sur LinkedIn de gens qui m'écrivent pour me dire j'ai vu le documentaire, ça m'a fait réaliser tel truc, ou on a transformé telle façon de bosser. Ok, c'est cool. Mais la réalité, c'est que moi, c'est pas ça qui me fait lever le matin. Et ce qui me fait lever le matin, c'est plutôt le côté outsider, repartir de zéro, apprendre tout sur un projet. Et je me rends compte parce qu'en fait, à chaque documentaire, je me disais, ok, je veux pas faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Qu'est-ce qu'on va changer? Là, on va mettre de la fiction. Ah, là, il y a pas de voix off. Là, on va changer le truc. Là, ça va être une série. Ça va pas être un documentaire. BD, j'en ai jamais fait. On va lancer une expo photo. Jamais fait. On va en lancer une. Tu vois, envie du challenge et pas envie de refaire 2 fois la même chose, un truc que je sais déjà faire. Ça, c'est le genre de choses où j'ai identifié ce truc-là. Et puis. Autre motivation principale pour moi, c'est la flexibilité, tu vois, c'est l'environnement de travail. C'est les gens avec lesquels je vais être, à la fois avec lesquels je vais bosser et ceux que je vais côtoyer pour le travail, tu vois, les gens que je vais rencontrer, les partenaires, les speakers. Et puis la flexibilité, tu vois, le fait de pouvoir bouger, aller bosser, skier au Japon, tu vois, c'est le genre de truc qui me motive. La liberté, quoi. La liberté, ouais. La liberté de projet, mais qui passe surtout par le fait de pouvoir choisir les gens avec lesquels tu as envie d'être. Je crois que c'est ça le plus précieux, en fait. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. T'as des prédictions à faire là sur le futur du travail? Si je te dis, ok, bon, il y aura plein de modèles, c'est évident, mais ok, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau, de vraiment nouveau en 2050 par exemple? Oh waouh, en 2040. 2040, ouais, on est dans 15 ans, en 2040... Qu'est-ce qu'il y aura de vraiment nouveau? Est-ce que tu as des idées, tu vois? Ça reste des idées. C'est pas... Ouais, c'est chaud de se projeter comme ça. Hein. J'ai tendance à penser qu'on sera un peu passé outre la vague IA, tu vois. La vague IA, elle sera passée par là. Elle aura peut-être eu des retentissements mineurs. Majeurs, je suis pas certain. Alors, oui et non. Majeurs, un peu. Okay. En fait, c'est-à-dire que il y aura des retentissements majeurs pour certaines personnes, mais ce qui va se passer, à mon avis, c'est que là, aujourd'hui, en 2024, on est sur des trucs qui sont plutôt très mineurs. Tu vas utiliser l'IA pour des trucs qui ne sont pas clés dans ton business, pour des trucs qui sont secondaires. Et puis, les trucs majeurs, ça va arriver. Hein, les technos vont s'améliorer. Le problème, c'est que est-ce que tu vas être prêt
pour les mettre en place. Et quand je vois comment déjà dans certaines boîtes aujourd'hui, juste la digitalisation, on en est loin, tu vois. Je me dis que dans 15 ans, franchement, on est loin d'avoir intégré l'IA de partout. Même si l'infrastructure est déjà là, j'ai du mal à imaginer un monde dans lequel tout le travail est bouleversé. Je pense qu'il y aura eu une vraie séparation entre celles et ceux qui ont réussi à maîtriser l'IA. Et donc, ce sera un vrai critère. Tu vois, évidemment, quand tu recruteras, tu vas recruter du AI enabled. Tu vois, comme tu recrutes pas quelqu'un qui ne sait pas gérer Internet aujourd'hui, tu vas recruter quelqu'un comme parler anglais. Comme parler anglais, ça devient un sujet. Donc, il y aura ce sujet-là, tu vois. Équilibre pro-perso, où est-ce qu'on en sera? Télétravail, où est-ce qu'on en sera? Probablement qu'on aura une approche qui sera beaucoup plus libre, en fait, beaucoup plus centrée sur l'individu et sur ses propres envies. En tout cas, dans notre société individualiste. Ce ne sera pas forcément le cas partout. Difficile de faire des prédictions qui sont juste pour le monde entier aussi, parce que les pratiques ne vont pas être les mêmes. Mais après, tu vois, par rapport au télétravail, quand même, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui commencent à vouloir un peu faire demi-tour. Ah bah, clairement, mais absolument. Mais justement, tu vois, dans 15 ans, à mon avis, parce que si elles font demi-tour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles n'ont pas compris les bienfaits du télétravail. C'est-à-dire que ce qu'elles ont vécu pendant le Covid, qui était quand même plutôt un succès, elles se sont dit non, mais en fait, ça ne marche pas, problème de confiance. On a des mètres carrés de bureau surtout, hein, quand même. On a des mètres carrés de bureau et en fait, on a besoin que les gens viennent au bureau. Donc, elles n'ont pas compris les vrais bienfaits du télétravail. Dans 15 ans, peut-être qu'en fait, elles auront vécu. J'espère que ce ne sera pas à cause d'une pandémie, mais que plutôt elles auront intégré le truc et de se dire, en fait, on arrive à quelque chose qui est assez sain. Et je trouve qu'il y a un mouvement qui était assez sain aussi de la part des salariés, de se dire, je veux pas full télétravail, je veux un truc cohérent et libre, en fait, pour les métiers qui le permettent, de se dire, je veux pas que ce soit imposé, tu vois, tel jour, je veux pas être fliqué, je veux venir quand j'ai envie de venir. Et je pense qu'on pourra avoir atteint un truc assez en fait plein de bon sens, où ça convient à l'entreprise parce que tu gardes la culture, tu gardes quand même quelque chose qui fait que c'est assez unique. Et puis tu as des boîtes, tu vois, qui peuvent être full télétravail, qui vont le refuser entièrement, mais c'est dans la culture, c'est dans l'ADN, c'est annoncé comme tel. Moi, ce que je trouve juste pas normal, c'est les boîtes qui sont en gros en train de jouer un peu sur le côté attractivité de télétravail, mais qui en fait y reviennent et c'est pas réel, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est un vrai problème, et ça, j'espère que ça va évoluer dans 15 ans. On reçoit Rodolphe Dutel la semaine prochaine sur le podcast. Génial. Et ça me faisait rire justement par rapport à ça, parce que hier, il a publié un post sur LinkedIn où tu sais, tu as la courbe de Gauss, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est la courbe du QI. Je mettrai une image visuelle pour que ça puisse être représenté. Et en gros, il mettait aux deux opposés, on est une boîte full télétravail. Ouais. Et au milieu, on a une boîte télétravail hybride, etc. Et ça me fait grave penser à ce que tu es en train de dire, en fait. C'est exactement ça. Et tu auras une conversation passionnante avec Rodolphe. Il est génial sur le sujet. Il pourra te parler de remote bien mieux que moi. Mais pour le coup, tu vois, je pense que sur ce sujet remote, j'ose espérer qu'on aura fait un peu un pas en avant là-dessus quand même. Et puis je pense qu'en fait, on sera toujours dans ces mêmes questionnements. Le futur de travail, il n'y a rien de novateur. En fait. Tu recherches juste un équilibre sur tes propres motivations. Je souhaite que beaucoup plus de monde l'ait trouvé. Moi, je suis ultra positif sur beaucoup d'aspects. Franchement, quand j'imagine l'avenir, je le vois plutôt radieux sur plein de trucs. Il y a un truc qui m'inquiète quand même, c'est le fait que l'école ne nous prépare vraiment, vraiment, vraiment pas à travailler dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui déjà et dans lequel on va vivre en fait à l'avenir. Tu vois, un monde dans lequel, qui est basé sur la mémorisation. Tu vois. Qu'est-ce qu'on s'en fout, la mémorisation aujourd'hui? C'est un sujet de documentaire, ça. C'est un sujet de documentaire. En vrai, le futur de l'éducation n'est jamais très loin du futur du travail. Mais moi, en tout cas, dans mon cursus, et tu vois, j'ai fait école, j'ai fait une prépa après, école de commerce. La prépa, c'est peut-être ce qui m'a préparé le plus à la réflexion, à l'esprit critique. Pourtant, c'est très... Et pourtant, c'est de l'apprentissage beaucoup. Il y a plein de trucs qui servent à rien, tu vois, dans la prépa. Ouais. Tu fais des maths 8 heures par semaine, bon, c'est de la logique, tu vois, c'est du concours. Ça bosse la logique, mais c'est surtout pour te trier, en fait. Hein. C'est un peu le paradoxe de la prépa, j'ai l'impression. C'est un gros paradoxe, mais derrière, école de commerce, waouh, t'es pas préparé pour vivre dans le monde dans lequel on vit. Hein. Ouais, donc et même avant ça, tu vois, lycée, collège, tout. Franchement, moi, j'ai vécu l'école comme un calvaire. Hein. J'étais bon élève, mais je détestais ça. Et j'avais l'impression de perdre mon temps. Quand j'y repense, aujourd'hui, j'ai l'impression de me dire, putain, 18 ans de ma vie, être assis sur une chaise, à côté des gens. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en 18 ans, tu vois. Et déjà, à l'époque, c'est marrant, parce qu'à l'époque, je me rendais pas compte que finalement, en fait, j'allais sortir du cadre assez rapidement. Mais en fait, c'était une évidence. Et juste, quand je repense à ça, je me dis, c'est quand même dingue tout ce temps qui a été perdu assis sur une chaise à ne rien faire. Et je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est malheureux. Et du coup, je pense que... Et d'ailleurs, c'est marrant, tu vois, j'étais ultra fainéant quand j'étais jeune. Et j'ai vraiment commencé à être ultra actif, faire 1 milliard de choses. À partir du moment où j'ai commencé juste à voir un peu
la finalité de ce que je faisais, à voir l'impact du travail et du coup à kiffer mon job et je me suis vraiment transformé à ce moment-là. Trop cool. Tu parlais d'IA du coup, on peut en parler vite fait. On peut carrément parler d'IA. Ouais. Donc tu disais tout à l'heure que c'était ton prochain documentaire était plus axé sur les compétences. Ouais. Comment est-ce que tu vois, quelles compétences est-ce que tu vois se développer déjà dans un premier temps avec l'IA? En fait, l'IA, elle arrive pas tellement sur les métiers, mais sur différentes tâches. Et donc, il faut bien se représenter qu'il y a globalement 3 grandes catégories. Tu vas avoir, alors peut-être 4, mais 3 surtout. Tu vas avoir les métiers qui vont être menacés. C'est les métiers sur lesquels tu as des tâches qui vont être standardisées, qui peuvent être donc routinières, pleines de data. Et donc, routinière, ça veut dire que tu fais régulièrement et qui peut être décomposé dans un système aussi compréhensible par une machine. Voilà. Ça, c'est les tâches qui vont être menacées. Toutes les études semblent pointer du doigt que le métier d'expert comptable est un des métiers les plus menacés. Comptable, pardon, pas expert comptable. Comptable. Après, tu as les métiers qui vont être augmentés. Métier augmenté, ça va être l'IA me permet de faire plus de choses, de nouvelles choses, me donne plus de contexte pour faire mieux ce que je faisais auparavant, me donne beaucoup plus de data, beaucoup plus d'éléments, mais ne me remplace pas. Typiquement, je sais pas, un directeur marketing qui va avoir beaucoup plus de data, beaucoup mieux analysé, ou quelqu'un qui va être recruteur, qui va pour un entretien pouvoir faire des use cases personnalisés pour son candidat, mais l'entretien va pas être mené par une IA. Ça, c'est augmenté. Puis tu as les compétences protégées. C'est des choses que l'IA ne pourra jamais faire parce que créativité, parce que humain, parce que dextérité. Tu vas boutonner une chemise, qui nous paraît très simple pour nous, très compliqué pour une machine, pour une IA. Infirmière, tu vois, ce genre de métier, c'est genre protégé. Donc ça, c'est les 3 grandes catégories. Puis tu vas avoir peut-être une nouvelle qui va être les nouveaux métiers. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément. Tu vas avoir des sortes de nouveaux métiers qui sont pas des métiers révolutionnaires, mais tu vois, par exemple, dans n'importe quelle boîte, en marketing, juste quelqu'un qui a compris l'intérêt de l'IA en marketing, quels sont les use cases qui peuvent exister. Ça, c'est le genre de choses, tu vois, sur lesquelles on va pouvoir avoir des nouveaux métiers juste dans l'implémentation de l'IA, le fait de prompt engineer, mais adapté sur une verticale particulière, pas prompt engineer dans l'absolu. Donc ça, c'est le genre de choses. Et donc il y a un impact assez clair là-dessus, sauf que tu peux pas tellement réfléchir par métier, il faut réfléchir par tâche en réalité. Et donc je pense que le vrai enjeu, c'est qu'on soit tous capables de se dire, ok, dans une journée, quelles sont mes tâches? Ça, on sait tous le faire normalement. Je fais la liste de mes tâches. Ensuite, par rapport à ça, j'essaie de me dire, ces tâches-là, lesquelles sont dans quelle catégorie sur parmi les 3 que je viens de te citer, tu vois, est-ce qu'elles sont menacées, est-ce qu'elles sont protégées, est-ce qu'elles sont augmentées? Et ensuite, de se dire, ok, donc il faut que je minimise le temps que je passe sur les tâches qui sont menacées et que là-dessus, je sais pas que je les délègue, c'est plutôt que, alors si c'est pas que je m'en débarrasse, c'est que je les délègue en fait. C'est que je suis capable de trouver le bon outil, de prompter de la bonne façon, de faire preuve d'esprit critique, de l'améliorer, tu vois, de déléguer ça à une IA, mais tout en gardant la responsabilité de la tâche. Et puis, en revanche, le temps que je vais gagner, je vais l'allouer à faire des tâches qui, elles, vont être augmentées, protégées. Et donc ça va être d'autres types de tâches. Mais typiquement, si on reprend notre exemple du recruteur, tu vois, qui passe moins de temps sur un certain nombre de choses, rédiger une offre d'emploi, par exemple, tu vas moins le faire à la main parce que les IA vont pouvoir déléguer ce genre de choses. Ben, il va peut-être passer plus de temps sur aller faire de la veille pour voir les nouveaux modèles, se dire ok, la semaine de 4 jours, pourquoi est-ce qu'on n'y passerait pas, tu vois, ou process d'onboarding, ou diversité et inclusion, se dire ok, ça c'est des sujets sur lesquels on a bossé, on a fait le minimum, mais est-ce qu'on a vraiment été au bout de notre réflexion sur la stratégie de diversité et inclusion? Est-ce qu'on a été au bout de l'expérience candidat quand il arrive dans l'entreprise, tu vois, ce genre de choses. Et là, on passe du temps là-dessus. Et ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Cassie Kozyrkov, qui était la personne qui était en charge de l'IA et des décisions chez Google, qu'on a filmé pour le documentaire là. Et en fait, Cassie, ce qu'elle disait, c'est que chez Google, il y a un chiffre qui est tenu secret, qui est en gros le taux de staffing, pas vraiment de staffing, le taux d'implication des équipes, en fait, si tu veux. Et ce taux, il ne doit pas être de 100%. En fait, on ne veut pas que tu bosses à 100% de tes capacités et de ton temps au sein de la boîte. On veut que tu aies un peu plus de temps, un peu moins de temps que 100% pour être dispo. Et pas uniquement pour ton confort, pour que tu aies un bon équilibre. En fait, pour que tu sois suffisamment frais pour pouvoir saisir un nouveau sujet. Avoir une conversation. Tu croises un collègue à la machine à café, tu discutes un truc, tu as un projet, tac, et bah ouais, en fait, tu as le temps d'en parler, tu as le temps de te dire, ah, je l'écris un peu, j'en parle à la bonne personne, je le lance moi-même, je fais un truc. Tu as le temps d'avoir une idée, tu as le temps d'innover en fait. Et une boîte qui n'est pas là-dessus, qui est staffée à 100%, ou quand tu penses à d'autres cabinets, tu vois, sur, je sais pas, avocat d'affaires ou M&A, ce genre de truc, où ils sont à 120%, 130% de leur capacité tous, bah en fait, tu n'innoves pas là-dessus, en fait. Tu es juste à bout du rouleau non-stop. Et donc ça, je trouve ça assez cool de se dire que l'IA, potentiellement, s'il y a des gains de productivité substantiels, on va pouvoir les affecter de plein de façons différentes. On va peut-être soit pouvoir, je produis plus, c'est de la croissance, c'est ce qu'on a fait historiquement, et certainement qu'on va faire une bonne partie là-dessus. Ou alors, je réduis le temps de travail. Peut-être que je bosse plus de 35 heures. J'en bosse peut-être 32, pourquoi pas. Ou alors, en fait, juste, je travaille de façon plus qualitative.
je crée plus de choses que je ne faisais pas avant. Je prends plus de temps pour créer des choses beaucoup mieux. Et ça, j'aimerais beaucoup qu'on aille là-dessus, quoi. Ok, stylé. Waouh, il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. Ouais. Mais je t'ai bombardé un peu dans tous les tu vois, sens. tu parlais de... Non, mais c'est très cool. Tu parlais de tâches. Tout à l'heure, tu disais également que tu n'utilisais pas l'IA, par exemple, pour faire ta newsletter, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a quand même des tâches que tu délègues, entre guillemets, avec l'IA? Enfin, pas que tu délègues, mais que pour lesquelles tu utilises l'IA. Ouais. Ça peut être ChatGPT ou autre. Hein, en vrai. Ouais, j'utilise ChatGPT. J'utilise pas tellement pour de la rédaction. Parce que moi, la plupart des textes que j'écris, c'est des textes qui sont incarnés. Et donc, c'est ma vision, c'est mon jugement sur un truc, donc pas tellement. Je l'ai utilisé quand je dois écrire des articles factuels. Tu vois, par exemple, j'ai dû écrire un truc sur les vacances en France, les congés en France, l'histoire des congés en France pour le gouvernement coréen. Parce qu'ils voulaient passer à la semaine de 69 heures et donc ils voulaient augmenter les vacances. Bref. Et en fait, tu vois, là-dessus, c'est factuel en réalité. Donc là, ChatGPT m'aide là-dessus. Mais pour tout ce que je vais écrire moi, incarné, non. Là où je l'utilise dernièrement, moi j'utilise beaucoup comme ping-pong créatif. Okay. Pour la recherche aussi, tu vois, pour de la veille, pour du contenu. Donc là, typiquement, dernier exemple, le titre de cette docu-série s'appelle AI at Work, Who Runs the Office. Tu vois, moi j'avais en tête le titre AI at Work depuis quelques mois, je l'avais en tête. Puis je me disais, non mais c'est trop évident, et c'est pas suffisamment précis aussi sur ce qu'on veut raconter, c'est pas vraiment la thèse du doc et tout. Et j'arrivais pas à lancer le process créatif, tu vois. Je me mettais devant ma feuille, devant mon ordi, j'écrivais, tac, il n'y a rien qui me venait. Tu vois. Puis alors, je vais sur ChatGPT et je prompte, tu vois, je suis un mec qui fait des documentaires, voilà les titres de mes précédents documentaires, celui-ci il parle de ça. Tu vois, je prompte là-dessus, puis je dis balance-moi 10 titres intéressants. Puis là, il me balance que des conneries. Il me balance, tu vois, 10 trucs, c'est nul, franchement. C'est nul, mais en fait, je le critique. Et en le critiquant, je me dis, ah, mais en fait, là, ça c'est nul, mais la structure, elle est hyper intéressante. Et puis si je prends tel mot là, puis je le mets là, puis je mélange, et donc, en fait, c'est un ping-pong créatif que j'utilise pas mal. J'ai utilisé pour ça. Je l'ai utilisé aussi, tu vois, pour l'affiche, ne serait-ce que, hop, on va bosser avec Midjourney dessus. Donc, bon, là, du coup, donc, je commence sur ChatGPT en me disant, ok, quelle affiche, comment tu représenterais telle idée, tu vois. Hop, et puis après, je balance le prompt dans Midjourney, ça me fait un mood board. Donc, quand j'envoie à mon graphiste, plutôt que de lui envoyer juste des guidelines, je lui envoie mes guidelines, et puis je lui envoie 4-5 mood boards, et ces mood boards, je les ai générés avec Midjourney et avec des prompts qui me viennent de ChatGPT. Donc ça, tu vois, c'est des use cases un peu plus créativité, ping-pong, réflexion. Je délègue pas toute la réflexion à l'IA, mais ping-pong avec elle, tu vois. Par rapport au titre, moi je fais un peu la même chose pour les vidéos YouTube, les vidéos les titres de podcast. Et ce que je fais, et là où peut-être que tu pourrais aller encore plus loin, c'est lui demander de noter les titres qu'il te rédige. Ouais. Et toi, tu renotes par derrière si t'es pas d'accord. Et tu lui demandes comment est-ce que tu pourrais aller plus loin, etc. Comment est-ce que tu pourrais avoir, au lieu d'avoir un 7 sur 10, avoir un 9 sur 10 par exemple. C'est pas mal. Super utile pas mal. Le système de notation. C'est une bonne idée, alors je te le prompt. Ouais. Ok, cool. Mais effectivement, ça, tu vois, j'ai beaucoup utilisé. J'aime beaucoup Midjourney. Je sais pas combien de prompts j'ai sur Midjourney, peut-être plus de 1000 prompts sur Midjourney. Je m'éclate dessus pour le pro, pour le perso. Moi, j'ai juste des newsletters avec ça, tu vois. J'envoie des moodboards, j'envoie des inspi, des trucs. Je m'éclate. Puis là, il y a une dernière mise à jour qui est balèze. J'ai pas eu le temps de la diguer encore trop, mais oui, c'est costaud. C'est très costaud. Tout à l'heure, tu parlais aussi de travailler moins avec l'IA, peut-être. Ouais. Au lieu de faire 35 heures, passer à 32. Il y a une prédiction dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est celle du revenu universel. À fond. T'en parles un peu dans le documentaire, enfin dans ta mini-série. Ouais. C'est un sujet qui est abordé, c'est un sujet qui est éminemment politique à chaque fois. Et les gens n'ont pas trop envie de se mouiller dessus. Mais ouais, c'est carrément un truc auquel je crois. Moi, j'ai été beaucoup influencé par Gaspard Koenig depuis longtemps. J'aime beaucoup ses bouquins et tu vois, il a beaucoup écrit sur le revenu universel. J'en suis un peu revenu du revenu universel, juste revenu de base, tu vois, donné sans considération. Moi, j'aime bien maintenant se dire qu'il est corrélé à un don vers la communauté. Et le don pour la communauté, c'est soit du bénévolat, soit de la formation à un métier protégé. Tu vois, dans le cas de l'IA. Tu vois, si on part sur un monde dans lequel tu as des géants qui font des gains gigantesques sur l'IA, donc il faut remettre en place un mécanisme de redistribution. Ça, pour le coup, la redistribution dans le monde dans lequel on vit est full inégalité, on va devoir y venir. Tu vois. Ouais. Est-ce que le revenu universel, ça va être la solution ? Je sais pas. Localement, par endroit, par pays, potentiellement, ça sera le cas. Et dans ce cas-là, revenu universel, tu vois, s'il est financé par les gains liés à l'IA, je trouve ça cool de se dire qu'il est uniquement versé si jamais tu t'engages pour la société. Et tu t'engages pour la société, soit tu vois, en bossant pour ta communauté, de bénévolat, bon sens en fait. Ce que tu fais, tu vois, ça va être faire du bricolage, tu vois, aide à un proche qui a un personne âgée, tu vois, ou garde d'enfants, plein de choses à faire. Ou alors te former sur un métier qui, lui, va être protégé parce que irremplaçable. Tu vois. Si on part du principe qu'il y a des gains substantiels de productivité liés à l'IA,
On n'en est pas là pour l'instant. On est loin d'être là. Ok. C'est quoi les pays les plus avancés sur ce sujet-là ? Sur l'IA ou sur le revenu universel ? Je sais pas s'il y a vraiment des pays en particulier. Je sais qu'il y a plein de tests qui ont été menés, tu vois, vraiment de façon locale. En France, il me semble qu'il y en a eu quelques-uns de côté de Normandie, si je dis pas de bêtises, mais surtout, moi j'avais beaucoup lu sur des trucs au Brésil, tu vois, qui ont été menés. Et bien aux États-Unis par communauté aussi, tu vois. Et puis là, je sais qu'en ce moment, tu as OpenAI qui finance des programmes aussi de tests sur le revenu universel. Ah ouais. Et c'est marrant en fait, tu vois, que ce soit OpenAI qui se charge de ça dans une vision presque philosophique, tu vois, du truc de se dire ok, on a créé un produit et très concrètement, on est en train de voir, enfin, l'ambition qu'on a avec ce produit, c'est qu'il transforme vraiment la façon de travailler et donc de vivre. Et donc, on essaie d'imaginer un petit peu les conséquences à l'avenir. Et donc, je trouve ça cool qu'il y ait ce programme de recherche. Il faudra voir. C'est quoi exactement comme programme ? C'est tout récent, hein, mais c'est Sam Altman qui a annoncé qu'ils allaient, avec une partie des revenus de ChatGPT, financer un programme de test de revenu universel. L'idée étant de voir comment les gens s'organisent par rapport à ça. Est-ce qu'il y a de l'oisiveté ? Est-ce que les gens travaillent encore ? Comment est-ce qu'ils occupent leur journée ? Comment est-ce que l'argent est dépensé ? Tu vois, je trouve ça intéressant. Tous les tests qui ont été menés jusqu'à présent, c'est que les gens ils sont pas oisifs en fait. Hein. C'est que les gens plutôt se mettent à bosser parce que tu bosses pas que pour l'argent en fait. On y revient, tu vois, mais dépenses d'énergie dans un but précis. Bah écoute Samuel, le 2 avril du coup le documentaire, c'est ça ? 2 avril en France et puis partout dans le monde, les gens qui suivent. Ouais. Bah, on mettra toutes les infos en description et puis même là le podcast sortira juste avant, enfin un petit peu avant la release du coup. Où est-ce qu'on peut inviter les personnes à te suivre ou à suivre ton travail ? Écoute, le mieux pour me parler, c'est sur LinkedIn. Et puis sinon, pour me suivre, je crois que c'est la newsletter, Le Billet du Futur, que j'envoie une fois toutes les 2 semaines. Et puis dans lesquels il y a tous les liens pour découvrir les documentaires, les BD, les événements. Je crois que c'est là où on peut tout trouver. Ok, trop cool. Merci. Merci Léo.